France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qualifie de regrettable une affiche de la FCPE sur laquelle apparaît une femme voilée. Comprenez-vous cette prise de position en contradiction avec la loi? On en parle dans quelques instants avec Faiza Ben Mohamed et Céline Bory. Nous serons également dans quelques instants avec le coprésident de la FCPE qui nous apportera son éclairage. Invité Shadia Al-Wesmati qui est auteure-illustratrice. Elle viendra nous présenter sa nouvelle BD Nos vacances au bled. Et tout à l'heure dans notre partie consacrée aux violences policières. Violences policières entre incivilité ou réalité, invité Lies Samir qui est un ancien du MIP et Mama Camara, frère de Gaël Camara qui a été tué en janvier 2018 par la police à Épinay-sur-Seine. Sans oublier le quiz en fin d'émission, c'est parti pour votre LGF qui vous emmène et conduit tranquillement jusque 18h sur France Maghreb 2. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro. Et le coup de cœur du LGF en ce mercredi, c'est avec Daoud. Bonjour Daoud. Bonjour Christophe. Bienvenue sur France Maghreb 2, au nom de l'association Relais Île-de-France, c'est ça? C'est ça. L'association Le Relais Île-de-France à Paris 18e prend en charge des personnes en situation d'autisme. D'accord. Et à cette occasion, vous organisez le mois d'octobre prochain la diffusion d'un film qui s'appelle Hors Normes. Alors, Hors Normes, c'est un film qui est fait par Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateur d'Intouchable, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, sur la complexité des prises en charge des cas complexes en situation d'autisme. Et donc, effectivement, le 10 octobre, c'est une projection caritative au profit du Relais Île-de-France, donc des personnes en situation de handicap, dont les places sont disponibles sur le site lerelaisildf.com. Voilà. L'événement se déroulera où, Daoud? Alors Champs-Élysées, Gaumont, Champs-Élysées, Paris. D'accord. Un petit aperçu de l'association Relais Île-de-France? Très vite. L'association prend en charge des personnes autisme 15 ans et plus, fait de la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes des quartiers populaires en lien avec ces personnes autistes, c'est-à-dire que on forme les jeunes à devenir animés. Très bien. Bon, on aura compris en tout cas, ça se passe le 10 octobre prochain aux Champs-Élysées pour la diffusion donc de ce film Hors Normes. N'hésitez pas à réserver votre place donc voilà sur tous les réseaux habituels. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. On est de retour très vite pour la suite du Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. C'est mercredi aujourd'hui, c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour de Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Céline Bory, comment ça va Céline? Bonjour à tous, ça va très bien, je te remercie. Alors, eh bien on a du boulot les filles aujourd'hui. Tout à l'heure on va parler d'un sujet très lourd puisqu'on va parler d'une affaire qui s'est déroulée en 2018. C'est Gaël Camara qui a été tué par la police visiblement du côté de Épinay-sur-Seine. Son grand frère sera parmi nous pour illustrer ce débat et pour parler de ces violences parce qu'il y en a plusieurs. On est obligé de les mettre au pluriel dans les quartiers populaires. Un ancien du MIB, Lies Samir, qui sera avec nous aussi tout à l'heure. Juste auparavant à 17h on devrait parler aussi d'une BD. Est-ce que vous êtes amatrice de BD, tiens, Céline ou Faiza? Alors non, pas tellement. Non, pas pour Faiza, Céline? Non, je suis pas très BD non plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même des très belles BD et des très belles illustrations qu'on peut retrouver. Je pense que c'est un genre qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus. Shadia Al-Wesmati qui sera avec nous pour nous présenter sa nouvelle BD qui a priori cartonne, ça s'appelle Nos vacances au bled. Rendez-vous donc tout à l'heure, mais avant toute chose, on va parler une nouvelle fois, j'ai envie de dire, de Blanquer. Cette campagne de la FCPE, qui est une association de parents d'élèves, une mère voilée qui nous dit « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?» Je pense que c'est regrettable, évidemment. C'est-à-dire oui, écoutez, moi, vous savez, il faut avoir un peu le sens de l'histoire sur ces sujets. Oui. Moi, vous regrettez cette initiative? Oui, bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Oui. Il faut avoir le sens de l'histoire. J'ai en tête quand même l'histoire de la Fédération des parents d'élèves. Comment elle a été créée? Elle a été fondée sur la laïcité, sur les valeurs de la République, et à mes yeux, ça continue à être sa raison d'être, comme d'autres associations de parents d'élèves. Donc c'est extrêmement paradoxal de les voir aujourd'hui faire une campagne avec cela. Je pense que c'est une erreur de leur part. J'espère qu'ils vont la corriger. Je pense que si vous voulez, c'est un tout petit peu inquiétant parce qu'on voit que on est sur un sujet un peu électoral là, puisque c'est les élections de parents d'élèves dans 2 ou 3 semaines.
Le fait qu'on ait maintenant des groupes ou des organisations qui essayent de flatter le communautarisme pour avoir des voix n'est pas une bonne chose. Donc je pense que moi je respecte les instances de la FCPE, je considère qu'ils ont fait une erreur, je leur demande de la corriger tout simplement. Ils demandent de la corriger, cette erreur. Selon Blanquer, Jean-Michel Blanquer, cette affiche de la FCPE qui met en avant effectivement une femme voilée, et qui met en avant le fait de pouvoir faire des sorties, notamment quand on est voilé, sorties scolaires bien entendu. Et évidemment ça crée la polémique, hein. Dès lors qu'on parle femme voilée, tout de suite tout le monde monte au pilori et on crée la polémique. On écoutera dans un instant, puisque je l'ai contacté cet après-midi, le coprésident de la FCPE. Première réaction, Faiza, au vu de cette polémique qui est née. Et alors évidemment on voit aussi par plateau interposé à la télé et à la radio tous les islamophobes en règle générale qui viennent et qui sont invités à s'exprimer librement. Écoute, déjà il faut resituer les choses à leur place. La polémique, elle n'est pas créée par l'affiche. La polémique, elle est créée par des islamophobes qui ne supportent pas de voir une femme voilée, et a fortiori sur une affiche. Après que Jean-Michel Blanquer demande le retrait de cette affiche ou demande qu'elle soit corrigée, premièrement, il n'est pas dans son rôle. Deuxièmement, le principe de laïcité, ce n'est pas ça. Je rappelle aussi à ceux qui entordent systématiquement la définition que la laïcité, c'est pas de l'athéisme. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Les mamans accompagnatrices ne sont pas soumises à un devoir de neutralité parce qu'elles ne font pas partie de la fonction publique, tout simplement. Je comprends pas du tout qu'on puisse avoir fait un sujet de cette affiche. Je veux dire, la FCPE est dans son rôle. Céline, est-ce qu'elle est dans son rôle, la FCPE ? La FCPE est dans ce rôle, et comme le dit à juste titre Faiza, la polémique n'est pas nouvelle, et ce n'est pas la FCPE qui l'a créée, puisqu'on a eu il y a quelques mois de cela un projet de loi au Sénat visant à interdire aux mamans voilées d'être accompagnatrices dans les sorties scolaires. Donc la polémique, elle date déjà de cette période avec tout ce qui s'en est suivi, et aujourd'hui on veut renier à ces mères le fait d'être mères. On ne parle d'elles qu'à travers le voile. Donc il y a suffisamment de problématiques à régler dans l'éducation nationale. Il est là le rôle de Jean-Michel Blanquer. On a des élèves à quelques semaines après la rentrée qui n'ont toujours pas d'affectation, qui se retrouvent complètement laissés pour compte avec Parcoursup et autres. Et on a des moyens dans l'éducation nationale qui sont on manque vraiment de moyens dans l'éducation nationale. Il y a des problèmes dans tous les établissements, dans beaucoup d'établissements publics, et il y a bien d'autres choses à gérer plutôt que de stigmatiser ces mamans. Oui, on parle bien de stigmatisation, mais beaucoup, Faiza, Céline, parle aujourd'hui d'un vote communautaire pour ce qui est de la FCPE. Voter pour la FCPE, c'est un vote communautariste, Faiza. Tu leur réponds quoi à ces gens-là ? Ça, c'est du délire pur et dur. Ça, ce sont des personnes qui non seulement n'ont pas regardé la campagne dans son ensemble, parce que la campagne, elle comporte pas uniquement cette affiche-là. Elle a 4 affiches différentes. Tout le monde s'est focalisé là-dessus. Je rappelle que cette affiche, elle n'est pas destinée à un grand public. L'affiche, elle est destinée aux parents d'élèves qui donc vont être amenés à élire leurs représentants dans les semaines qui viennent. Que la FCPE fasse mention sur son affiche d'une femme voilée ou peu importe quelle autre personne issue d'une minorité, on s'en fiche. Là, c'est une femme voilée parce que évidemment le débat il porte systématiquement là-dessus. On a eu, il faut le rappeler, il y a quelques mois, je crois que c'était en mars ou avril dernier, une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés de droite dite républicaine, dont le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui visait à faire interdire aux mamans le voile. Enfin, après, c'était mentionné comme étant une interdiction des signes religieux ostentatoires pour les parents accompagnateurs. On sait très bien que c'est le voile qui est systématiquement ciblé par ces volontés d'interdiction. Donc, voilà, je veux dire, ça s'inscrit un petit peu dans une volonté d'invisibiliser les communautés musulmanes, ou en tout cas de les mettre un peu de côté. Alors les mots sont employés. Tiens, par exemple, je prends Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, qui parle le voile est pas un signe de liberté, mais bien un signe de répression vis-à-vis envers la femme, et parle de soumission. Alors effectivement, c'est une soumission, elle a raison, mais pas une soumission à ce qu'elle croit, c'est une soumission à Dieu. Non, mais qui sont ces gens qui viennent nous donner leur avis sur ce qui les regarde pas ? Je veux dire, qui a donné mandat à Nathalie Arthaud, qui, rappelons-le, a fait moins d'1% à la présidentielle,
pour venir s'exprimer sur les tenues vestimentaires des uns et des autres. Non mais attendez, que ce soit une soumission ou pas une soumission, je veux dire, si un parent d'élève a envie de venir avec un foulard ou avec peu importe quoi sur la tête, je crois pas que ça regarde Nathalie Arthaud ou peu importe qui d'autre. Et là, ça nous remet encore, parce que là, c'est Force ouvrière qui s'exprime, mais ça nous remet encore en face des yeux, pour ceux qui l'auraient oublié, que l'extrême gauche n'est pas épargnée par l'islamophobie. Ah oui, complètement, hein, Céline, on peut le dire quand même. L'extrême gauche, en matière de religion en général, ils ont un problème quoi avec. Hein. On est encore une fois une extrême gauche divisée avec une espèce de branche que j'appelle laïcarde extrémiste, qui consiste à interpréter de façon complètement dévoyer la laïcité. Et c'est surtout et à chaque fois pour revendiquer des attaques islamophobes. On le voit avec le printemps républicain. Donc quand c'est pas de toute façon sur le burkini, c'est sur les mamans voilées accompagnatrices. Donc de toute façon, les cibles sont toujours les mêmes. En tout cas, la question que l'on vous pose, qu'en pensez-vous de cette polémique? On en reparle dans un instant. Juste, j'ai contacté tout à l'heure cet après-midi le coprésident Rodrigo Arenas, qui est le coprésident de la FCPE. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes au cœur d'une polémique faisant suite à une affiche pour les élections qui arrivent, les élections de parents d'élèves mettant en avant le voile. Est-ce que c'est un but communautariste, votre affiche? Absolument pas. Il n'y a pas de communautarisme à rappeler le droit. Aujourd'hui, cette affiche est une affiche parmi d'autres qui font en sorte de rappeler aux parents d'élèves, dans le cadre des élections de parents d'élèves qui auront lieu le 11 et 12 octobre, que les parents comme les enfants ont des droits. Donc il y en a une qui concerne le harcèlement, la question de l'alimentation à la cantine, une autre sur la question de la gratuité scolaire, une autre sur la question des sureffectifs, une autre sur la question de l'égalité homme-femme. Et cette affiche-là fait partie d'un lot qui a été mise à disposition de nos adhérents dans le cadre d'une campagne électorale, parce que les élections de parents d'élèves sont une vraie campagne électorale, et qui a été détournée de son objectif, c'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'il y a des écoles dans lesquelles les enfants ne sortiraient pas en sortie scolaire pour aller au musée ou ailleurs si ces mamans ne s'engageaient pas pour accompagner les enseignants. Donc ça, c'est une réalité de terrain. Donc les discussions qui ont lieu, soit parce que c'est le fonds de commerce de celles et ceux qui pointent de doigt une communauté parmi d'autres, ce sont eux les communautaristes, et ensuite nous faisons juste un rappel à ce que dit le Conseil d'État. C'est notre job en tant que fédération d'utilité publique que de défendre le droit des parents et le droit des enfants. Si ça c'est être communautariste, excusez-moi, à ce moment-là, on est aussi communautariste sur d'autres choses, puisque par exemple l'affiche sur le harcèlement met en scène un petit garçon d'origine asiatique avec un scotch sur la bouche. Il me semble pas qu'on va draguer une communauté sur ce sujet-là. Donc tout ça est une déformation, tout ça est une polémique vaine, en tout cas qui ne sert pas l'intérêt des enfants, dans le seul crime est de ne pas avoir du personnel d'État pour pouvoir faire des sorties scolaires, et qu'on doit faire appel aux mamans pour combler ce manque de puissance publique en fait et d'école. Le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Jean-Michel Blanquer, a été très étonné et vous demande de retirer cette affiche. Que lui répondez-vous aujourd'hui? Écoutez, de la même façon que cette campagne rappelle le droit, nous sommes sur le droit et la loi. C'est-à-dire que si cette affiche est illégale, nous la retirons. Si elle n'est pas illégale, il n'y a aucune raison de la retirer. Et nous n'avons pas d'injonction ni de leçon de laïcité à recevoir à la FCPE de qui que ce soit. Nous sommes des fervents défenseurs de la laïcité, c'est notre ADN. Certaine façon, mais nous sommes pour une laïcité qui inclut les parents et non pas pour une laïcité qui exclut les parents. Donc nous avons des différentes appréciations, mais encore une fois, le ministre a le droit d'avoir son opinion personnelle sur ce sujet-là. En revanche, nous attachons à ce que dit le Conseil d'État, point barre. Donc nous n'avons aucune raison de retirer cette affiche. Et d'ailleurs, c'est créer un vrai précédent en revanche dans notre pays, c'est que pour la première fois, un ministre de l'Éducation nationale se permet de s'initier de cette façon-là dans une élection de parents d'élèves, et qui d'une certaine façon détournée appelle à voter contre la FCPE. Donc nous pensons que la meilleure réaction sera précisément que les parents votent pour les listes de la FCPE, parce que après tout cette affiche comme le reste consiste simplement à ce que les parents puissent compter sur notre fédération qui est forte de ses 300 000 adhérents et son réseau de plus d'1 million de parents pour défendre leurs droits à la fois en tant que parents, mais aussi le droit des enfants à être respectés dans l'école de la République. Donc vous dites aujourd'hui sur France Maghreb 2, monsieur le coprésident, qu'il n'y a rien de communautariste, simplement le droit et rien que le droit. Pourquoi avoir annoncé vouloir porter plainte contre Laurent Bouvet, un des patrons de la fachosphère? Alors, monsieur Bouvet n'est pas une personne lambda.
Monsieur Bouvet est un professeur d'université, en cela sa parole a un crédit dans notre pays, et il fait d'ailleurs partie à ce titre du Conseil des sages sur la laïcité. Donc nous estimons que à travers les détournements d'affiches qu'il a fait en relayant notamment des affiches où il assimile les mamans qui portent un voile à des terroristes djihadistes qu'il a relayé sur ses propres réseaux sociaux, il a enfreint la loi. Donc nous allons effectivement porter plainte contre Monsieur Bouvet pour incitation à la haine envers les parents de confession musulmane. Monsieur Bouvet, comme tout le monde sait que dans notre pays, il y a un droit, il y a des lois. D'ailleurs, il est bien placé pour le savoir, puisque c'est ce dont il se réclame depuis longtemps dans son réseau qui est le Printemps républicain. Donc concrètement, nous défendre le droit des parents, c'est aussi ça, c'est rappeler à quiconque dans ce pays que personne n'est au-dessus des lois, qu'on s'appelle Monsieur Bouvet, et y compris qu'on s'appelle la FCPE. Justement, la FCPE, dont vous êtes le coprésident, franchement, c'est offert une belle pub avec cette polémique à quelques jours des élections là. Bah écoutez, si se faire de la pub, c'est rappeler le droit, à ce moment-là, oui, faisons de la pub. Je pense qu'on ne fait jamais assez de pub pour cela. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les questions du harcèlement, nous ne sommes pas les seuls à communiquer. Donc si communiquer sur la question du harcèlement des enfants et qu'on doit écouter leurs paroles, c'est faire de la pub, alors on n'en fera jamais assez. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, c'est compliqué. Si on doit faire de la pub sur le fait de dire qu'une femme est égale à un homme, alors on ne fait pas suffisamment pas de pub dans notre pays sur ces questions-là. Et si on doit dire que il faut faire de la pub pour que les enfants puissent faire des sorties culturelles ou des sorties au parc, et que pour aujourd'hui la réalité c'est que si ces mamans-là n'étaient pas là, ils ne sortiraient pas, alors on ne fait pas assez de pub. Mais la question n'est pas à visée communautariste, n'est pas pour faire la promotion d'une religion, elle reflète simplement une réalité de terrain, c'est-à-dire que dans des écoles de la République, sans ces mamans, eh ben, ces enfants ne sortiraient pas. Et ça serait d'autant plus paradoxal que précisément on dit que il faut que les enfants sortent de l'école, notamment pour des raisons de culture générale, de les emmener au musée parce que ça fait partie de la réussite scolaire. Et ben pour ces enfants-là, qui sont aussi dans des ghettos dans lesquels on les a enfermés depuis des dizaines d'années d'échecs de politique de la ville, et ben ces mamans-là font en sorte que ces enfants sortent du quartier, aillent dans des musées, aillent dans des parcs. Vous savez, en fait tout le monde se plaint là, mais pas les enfants. Merci monsieur le coprésident de la FCPE d'avoir réagi en direct sur notre radio France Maghreb 2 et on va suivre cela évidemment de très près. Vous avez répondu en tout cas et à monsieur Jean-Michel Blanquer, a indiqué ce pourquoi cette affiche était faite, et vous rappelez ici même en direct que il n'y a rien de communautarisme dans votre démarche, et vous avez expliqué aussi ce pourquoi vous avez décidé de porter plainte contre monsieur Laurent Bouvet. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Et ça a été clair, Céline. Faiza, sur les explications du coprésident de la FCPE qui s'est exprimé à l'instant sur notre antenne. Voilà, je pense que la démarche elle est claire en tout cas. Il a été très clair, et puis il a rappelé le droit, ce qui est important. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui quand on attaque la FCPE de communautarisme. C'est absolument pas du communautarisme que de revendiquer le droit des mamans voilées à accompagner leurs enfants et à être pleinement à participer pleinement en fait à l'éducation et à la scolarité de leurs enfants. Alors, je vous rappelle la question que l'on vous pose, la question du jour. Le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, qualifie de regrettable une affiche donc de la FCPE sur laquelle apparaît une femme voilée. Comprenez-vous cette prise de position en contradiction avec la loi? C'est la question que vous posez. Vous êtes 90% sur Facebook à dire non, 84% sur Twitter, là aussi à dire non. Le score est sans appel, Faiza. Résultat logique, je veux dire, la polémique, elle n'a pas lieu d'être. Donc que les auditeurs et les abonnés de France Maghreb 2 en soient conscients, c'est plutôt une bonne chose. Je veux dire, le résultat, il est normal. Que Jean-Michel Blanquer se mêle maintenant, mais vienne mettre son grain de sel sur des affiches d'associations de parents d'élèves, c'est quand même un truc assez intrusif, quoi. C'est pas son rôle. Et en plus, sa position, elle est contraire au droit français. Donc, il est disqualifié pour deux raisons. Maintenant, j'espère que cette tentative d'intimidation, je dirais, parce que quand même, quand vous avez un ministre qui prend une position contre une association de parents d'élèves, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. On avait vu ça l'année dernière avec, vous vous souvenez, l'affaire de Mariam Pouchto, oui. Cette syndicaliste de l'UNEF qui avait subi un véritable lynchage et un harcèlement pour être apparu voilée dans le journal d'M6. Ça s'inscrit dans la même logique. Et ce qui se passe d'habitude, c'est que les politiques et les militants islamophobes ont l'habitude de faire plier.
Et là, ni l'UNEF ni la FCPE n'ont l'intention de plier sur ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui, eux, leur pose problème. Donc, ils ont ces moyens de pression, la communication, les plateaux télé. On a bien vu hier soir sur les chaînes d'information, on n'avait que ça. Grand débat, big polémique, tollé après une affiche avec une maman voilée. On a toutes sortes de commentateurs qui sont pas concernés et qui viennent donner leur avis, leurs avis de racistes sur cette question-là. Non, je suis désolée, mais il y en a une, je me rappelle plus de son nom. Elle s'appelle Charlotte quelque chose. Charlotte. Voilà. Alors, vous savez ce qu'elle a dit? Alors, c'est quand même pas mal. Elle a dit à Saint-Denis avec des Arabes. En fait, voilà, c'est plus la France, Saint-Denis, c'est des Arabes. Alors moi, j'aimerais savoir déjà si Charlotte Dornelas va régulièrement à Saint-Denis. Ah bah, elle dit qu'elle va à Saint-Denis régulièrement et que quand elle va à Saint-Denis, justement, on n'est plus en France. Bah, c'est aussi ça, la France. Faudrait peut-être lui rappeler que c'est aussi ça. C'est aussi sortir de Paris et sortir du plateau de CNews. Oui, exactement. Karim est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir, Karim. Bonsoir Christophe et bonsoir à tes invités. Je veux dire deux, trois petites choses rapidement. Ça, je voulais en parler, mais Faiza vient de le faire. J'allais vous dire que c'est pas la première fois. À l'UNEF, il y a eu le même problème. Je vous rappelle que quand même que on passe j'entends souvent dans les médias que les musulmans défient la République, que les musulmans ne veulent pas respecter les lois de la République, que les musulmans, par leur comportement, leur tenue traditionnelle ou leur habitude culinaire, ne respectent pas la République. Mais moi, je suis obligé de constater que c'est eux qui excluent les musulmans de la République. Quand on interdit à une femme, sous prétexte qu'elle a un burqa, d'accéder au littoral français, alors qu'elle est française dans son pays, elle n'a pas le droit d'accéder au littoral, qui c'est qui exclut? Je me souviendrai de toute ma vie de l'intervention de Valls à l'Assemblée nationale, et ça, Faiza, qui a une bonne mémoire, va vous le rappeler, dans l'affaire Babilou, qu'il a dit, ici, devant la représentation nationale, même si j'ai pas le droit de commenter les décisions de justice, je me rappelle plus exactement les termes, mais la Cour de cassation a poignardé la République. C'est-à-dire qu'il a commenté une décision, alors que c'est interdit par la loi. Là, le Conseil d'État a dit que les femmes voilées pouvaient accompagner. C'est pareil, c'est eux qui respectent pas, parce que normalement, quand on est un homme politique, on respecte les lois et on respecte surtout les décisions de justice et on les commande pas. Eux, constamment, ils les commandent. Donc, qui c'est qui exclut? Si c'est bien eux qui excluent, comment voulez-vous? C'est pour ça que plusieurs fois, Christophe, je t'ai appelé, je te dis, plus j'avance, et moi j'ai 60 ans, je me suis senti français jusqu'à peu près l'âge de 45 ans, ça fait 15 ans, plus j'avance et moins je me sens français, et moins j'ai envie de rester en France, et plus j'ai envie que mes neveux, mes nièces quittent ce pays, parce que chaque jour qui passe, on nous exclut. D'une manière ou d'une autre. Et après on nous fait le reproche à nous qui respectons la République et les lois de la République, de pas nous intégrer, de défier constamment la République. Mais c'est eux qui défient la loi, c'est eux qui défient la République. Nous ne demandons qu'une seule chose. Nous demandons à vivre paisiblement, conformément aux lois de la République, en respectant les traditions de ce pays, en respectant ses coutumes, mais qu'on nous laisse une toute petite fenêtre ouverte pour pas qu'on oublie qui on est. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Merci Karim. Bon, c'est très clair en tout cas, comme à ton habitude. Merci beaucoup Karim. 01 40 33 9000. Oui, Faiza. Je suis plutôt, je suis plutôt d'accord avec Karim parce que ce qu'il dit, après il faut se poser la question, quand on accuse les femmes voilées de déstabiliser la République, mais quelle République peut être déstabilisée par un foulard? Quelle est la solidité de cette République? Quel est son poids? Quelle est sa force pour qu'on puisse venir nous dire aujourd'hui on est déstabilisé par un foulard musulman. Après sur la question de Valls, il a bien fait de le rappeler, Karim. Et puis de toute manière, on sait où a fini Valls maintenant. Il est plus là. Il est où d'ailleurs? T'as des nouvelles? Il est du côté de Barcelone, je crois qu'il vient de se marier la semaine dernière. Donc on lui souhaite tous nos vœux de malheur et qu'il revienne jamais. Mais très sincèrement, tous ceux qui ont fait campagne sur ces thèmes-là, ça leur a certainement valu des éloges et des louanges de la sphère raciste, mais ça leur a jamais porté bonheur. Ils ont tous disparu. Que ce soit Sarkozy quand il a fait de son thème sur les banlieues et l'immigration, on sait où a fini Sarkozy maintenant. Il essuie revers sur revers. C'est pareil pour Valls. Je pense que ce sera pareil pour tous ceux qui se frotteront à ce type de politique du rejet. Alors, il y a une plainte qui a été déposée par la FCPE contre Laurent Bouvet, qui lui a fait de la caricature de cette affiche de la FCPE.
Ça c'est voilà, ça a été annoncé par la FCPE. Il porte plainte contre Laurent Bouvet, qui prend beaucoup trop de place finalement au travers de ses tweets, parce que bon, à part quelques émissions auxquelles il est invité, on sait lesquelles évidemment, mais c'est sur Twitter qu'il mène sa campagne de désinformation et de propagation de la haine qu'il a envers tout ce qui lui ressemble pas. Donc décidément, Laurent Bouvet s'enfonce de jour en jour, quoi. Mais ce qui est très grave, à mon sens, c'est que, enfin, on a entendu la sortie de Blanquer, mais j'ai pas entendu de sortie d'un politique à l'égard de cette caricature de Laurent Bouvet, qui consiste à assimiler les musulmans à des terroristes. Et ça, c'est très grave à mon sens. Oui, c'est vrai que ça a moins choqué, bizarrement, Faiza, c'est bizarre. Non, ça semble n'avoir choqué personne. Moi, j'ai la seule réaction politique que j'ai vu passer, c'est celle du député Aurélien Taché, qui a salué la plainte de la FCPE en disant qu'elle était tout à fait légitime et qu'il fallait que ce genre de provocation cesse. Il faut quand même expliquer aux auditeurs, ceux qui n'ont pas vu cette affiche, c'est que l'affiche de la FCPE sur laquelle apparaît une maman voilée, elle a été détournée et Laurent Bouvet et d'autres ont diffusé une affiche sur laquelle on voit deux espèces de terroristes sur une affiche de la FCPE, sur une fausse affiche pour le coup de la FCPE à la place de la maman voilée. Ouais. Après, Laurent Bouvet, il faut rappeler encore une fois que sur le voile de l'UNEF, c'est lui, l'affaire Mariam Pouchtou, c'est lui qui a lancé ça, qui s'est étonné que M6 interroge une syndicaliste voilée. Il y a l'affaire Mehdi Meklat. Oui. Il a largement participé à cette espèce de lynchage. Après, je défends pas du tout les positions de Mehdi Meklat, mais tout ça c'est pour vous dire que sur les réseaux sociaux, il est adepte et il n'existe que par ça, que par le harcèlement, le cyberharcèlement, surtout quand ça a une portée islamophobe ou anti-arabe, quoi, disons, des fois de manière plus large, parce que pour le cas de Meklat disait clairement qu'il n'était pas musulman, mais je pense que c'était son teint pas trop blanc qui plaisait pas à Laurent Bouvet. Après, d'où parle-t-il? Laurent Bouvet, il est professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ce monsieur était proche du Parti socialiste, donc soi-disant la gauche progressiste, open, tout ce que vous voulez. Et Laurent Bouvet, il est aussi membre du Conseil des sages de la laïcité de Jean-Michel Blanquer. Donc il siège dans ce conseil qui est supposé protéger la laïcité et essayer de faire en sorte qu'elle soit bien respectée au niveau de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que les militants contre l'islamophobie, et j'en ai fait partie, ont demandé sa démission depuis 48 heures suite à ces tweets et cette affiche ordurière qu'il a diffusée. Ce monsieur n'a pas sa place dans un conseil de la laïcité. On cherche une laïcité apaisée, une laïcité inclusive. Ce monsieur, il est dans le rejet, dans le tout ce qu'il y a de plus dégoûtant. Donc il a rien à faire là-dedans. Et je comprends pas trop qu'il puisse être maintenu à ce poste après ce détournement d'affiche, quoi. Alors, on en reparle avec Rachid dans un instant, qui nous attend du côté d'Amiens au 01 40 33 9000. Et tout à l'heure, à ne pas louper, dans le cadre de notre débat sur les violences policières, entre incivilité ou réalité, nous serons avec Mamad Camara, qui est le grand frère de Kate Camara, qui a été tué en 2018, janvier 2018, à Épinay-sur-Seine. Il a essuyé, je crois, de mémoire, 8 tirs par la police. Alors, il y a une enquête, évidemment, de l'IGPN, comme à son habitude. On sera avec son grand frère pour prendre d'abord des nouvelles de la famille tout à l'heure, et pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il advient de cette affaire. Et puis, dans un instant, on va parler aussi de BD avec Shadia l'Ouest Nati. C'est ça, Shadia? Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de m'accueillir. Alors vous savez que je suis pas très amateur de BD, vous allez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ça marche. Je pense que Faiza et Céline aussi, ça tombe bien. Mais juste auparavant, avec Rachid qui nous attend du côté d'Amiens, dans un instant pour une ou deux interventions avant d'accueillir Shadia et de faire connaissance avec elle. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Faiza Ben Mohamed, avec Céline Bory qui est avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, on va évidemment accueillir une illustratrice, c'est ça Shadia? C'est ça, illustratrice. c'est ça. Shadia l'Ouest Nati. À tes souhaits. Merci beaucoup. Pour nous parler d'une BD qui fait sensation, c'est pas la première d'ailleurs, on en reparlera dans un instant. Bougez pas, cher Shadia, et soyez la bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes installé confortablement, tout va bien? Parfait. Bon, c'est formidable. Rachid est avec nous, nous appelle Damien. Bonjour Rachid. Salut Christophe, salut Céline, salut Faiza. Bonjour Rachid, il nous appelle de Amiens, on est dans la Somme, parle comme ça là-bas. Alors, on parle pas comme les piqueurs. Ouais, un peu quand même, arrête.
Bon, voilà, c'est ça. Rachid, ta réaction par rapport à cette question, cette polémique, s'il en fallait une, nous est arrivée, voilà. Hier, je suis tombé sur quelque chose, je rentre à la maison, je mets ce news. Je tombe sur une émission présentée par Laurence Ferrari. Oui. Il y avait plusieurs personnes sur le plateau, dont une personne qui s'appelle Mohamed Sifawi. Ah, oui, le fameux. Ouais, le fameux. Donc, j'avais jamais entendu ce qu'il disait. Alors, t'as rien raté. Il expliquait que, il le disait bien, il disait sans amalgame, que à cause des femmes voilées pendant les années 80, les femmes voilées qu'on a laissées voiler, c'était une des causes du terrorisme qu'il y a eu en France dans les années 80-90. Donc là, je me suis dit, est-ce que tu as bien écouté ou pas? Et répéter son texte, et franchement, là, je crois qu'on est dans la débilité. Assimiler des femmes voilées françaises qui n'ont rien à voir avec rien, les assimiler à des attentats terroristes qui ont eu lieu dans les années 80-90, franchement, là, hier, il s'est lâché pendant au moins 3-4 minutes. Franchement, c'était un débile. Mais on est quand même sur un islamophobe notoire, donc Mohamed Sifawi fait du Mohamed Sifawi. Oui. Moi, j'avais jamais écouté. Et là, franchement, hier, j'étais devant mon écran, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parlait de femmes voilées en France, qui était une cause des attentats terroristes. C'était du n'importe quoi, là, franchement, c'était du Non, mais alors Mohamed Sifawi, il faut rappeler que Mohamed Sifawi, il fait partie de ces personnalités pseudo-médiatiques qui n'existent que par une connaissance inventée de la sphère terroriste au Maghreb. En fait, lui, il se vend comme un spécialiste du terrorisme en Algérie. Il raconte qu'il a infiltré des réseaux, qu'il sait comment ça se passe, il sait tout. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une polémique toute pourrie sur quelque chose qui n'a rien à voir, genre hier sur le foulard sur l'affiche de la FCPE, il est invité pour déblatérer, mais il n'est invité que pour ça. Il fait partie de ces Arabes qui sont des cautions islamophobes, tout simplement. Mais le pire, c'est, excuse-moi de l'avoir coupé, c'est que pendant qu'il disait ça, il n'y avait ni Laurence Ferrari, personne ne lui a dit que c'était des conneries ce qu'il racontait. Donc, alors moi, je l'ai regardé ce débat, mais en fait, juste avant ce débat avec Mohamed Sifawi, il y avait un autre débat avec une dame de la FCPE, donc toujours Laurence Ferrari, et la sénatrice Samia Ghali. Et à un moment, la dame de la FCPE, elle dit oui, mais attendez, nous, on n'a pas demandé de cette polémique, on n'a pas demandé d'avoir un buzz, machin, et on n'a pas demandé d'être la cible maintenant de menaces, parce qu'ils ont reçu des menaces. Il y a des fédérations qui ont reçu des menaces localement à la FCPE après cette affiche. Et Laurence Ferrari, elle lui dit oui, mais attendez, les menaces, vous les cherchez un petit peu. Donc après, ne t'étonne pas du choix d'invité qu'elle fait sur ses plateaux. Elle là, clairement, elle prend position et elle dit ah mais vous l'avez cherché, en fait. Vous êtes menacé, vous l'avez cherché. C'est comme si nous, genre musulmans de France, si jamais il y avait, quand il y a eu les attentats de Charlie, par exemple, on avait dit vous l'avez cherché. Nous là, on se serait fait lyncher. Mais là, pour elle, il y a des menaces de mort sur des personnes de la FCPE et elle trouve que c'est normal parce qu'ils vont chercher. C'est encore plus grave que ce que je pensais parce que juste après, ils ont donné le micro à une dame, je la connaissais pas. C'était une représentante de la lutte ouvrière. Elle, pareil, elle fait la. Ah oui, Nathalie Arthaud, elle a parlé de femmes voilées, c'est pas un signe de liberté, c'est de la répression, de la soumission, je ne sais quoi. Exactement. De toute façon, la gauche en général et l'extrême gauche en particulier ont vraiment un problème avec l'islam et en particulier avec les religions, faut le dire, voilà. Oui, clairement. J'étais jamais tombé sur ce genre d'émission. Donc, il parlait, je les écoutais, franchement, je me suis dit, on est où là? C'est une chaîne nazie, c'est quoi? C'était que du. Le truc, c'est qu'on a clairement un problème avec le traitement médiatique des faits liés aux musulmans. On avait fait en septembre dernier, on avait fait paraître un sondage avec la plateforme Les Musulmans qui estimait, il y avait eu plus de 30 000 répondants musulmans et 96% des musulmans nous avaient expliqué que ils rejetaient le traitement médiatique qui était fait de ce qu'ils sont dans la réalité. Donc là, tu vois, c'est une parfaite illustration. C'est quand il y a ça, il leur suffit d'un foulard pour qu'ils se réunissent entre racistes sur toutes sortes de plateaux télé pour venir déblatérer leur vomi, quoi, clairement. C'est simple comme un foulard. Et au-delà du foulard, on a l'impression qu'aujourd'hui, je dirais même pas revendiquer, mais avouer le fait d'être musulman en France est interprété comme une provocation. Merci Rachid en tout cas pour ton appel. Et écoute, préfère écouter France Maghreb 2 que regarder ça, quoi. Hein? Plutôt mieux. Ouais, c'est clair.
Bon, salut mon Rachid. À bientôt et bonne soirée. 01 40 33 9000, vous continuez de répondre à cette question du jour sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Petit aparté qui nous emmène en Tunisie. Devait avoir lieu aujourd'hui une audience pour demander la libération du candidat Nabil Karoui. En raison visiblement d'une grève au sein des tribunaux tunisiens, l'audience est reportée au mercredi 2 octobre. Soit 6 jours avant les législatives et quelques jours avant le deuxième tour de la présidentielle. Bon, voilà, c'est noté. Donc le 2 octobre, ça sera la date de d'audience. Ça veut pas dire qu'il sera libéré le 2 octobre. La demande de libération de Nabil Karoui est reportée au 2 octobre. Bon, on va changer un peu de sujet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque on va parler de BD aujourd'hui avec Shadia Louessati. Voilà, je vais y arriver. Bonsoir Shadia et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'une BD pour les auditeurs qui ne connaissent pas comme moi? Alors, le BD, c'est le diminutif de bande dessinée. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est un roman graphique. Alors, le roman graphique, c'est quoi? C'est une bande dessinée avec un format roman et avec autant de pages qu'un roman. Donc, ça s'adresse aux enfants ou aux adultes aussi? Ça s'adresse à tous les amateurs de bande dessinée, je dirais en général, parce que moi, enfin, je parle de ma BD là. En général, c'est vraiment tout public. Hein, c'est vraiment familial et le sujet traité peut être lu aussi bien par les enfants, par les adultes. Il y a aucun souci. J'ai toujours pensé que les BD c'était réservé aux enfants. Erreur. Comme moi, au début, quand j'étais plus jeune, je pensais que les BD étaient réservés aux garçons. Ouais. Et puis au final, ah oui. Non. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est plutôt. Enfin, moi, je voyais mes frères dire de la BD, c'était plutôt une lecture masculine, mais finalement non, parce que je suis tombée dedans aussi petite et j'apprécie toujours. Et donc la BD, vraiment, ça se démocratise, on en voit de plus en plus. C'est un format qui est assez intéressant et le roman graphique, notamment, c'est un format qui est plutôt récent ici en France et qui a tendance à toucher beaucoup plus de gens, enfin moins les hommes que la BD classique et voilà, donc ça se démocratise. Et vous êtes auteure et illustratrice, scénariste, ça mon éditrice se plaît à me le rappeler, scénariste et moi j'ai vu illustratrice, hein, oui, y a pas de souci. Oui. J'ai écrit et illustré le roman graphique. Donc vous en avez fait votre métier? Exactement. En fait, ça fait 10 ans que je suis dans l'illustration. J'ai commencé par l'illustration jeunesse et que je poursuis toujours. Je fais toujours de l'illustration jeunesse, mais je trouvais que dans la jeunesse, c'était un peu formaté. Ouais. Alors j'aime bien, je dénigre pas, mais il y a une réalité en France, c'est que c'est hyper formaté. Il y a des choses qu'on doit pas mettre, il y a des choses qu'on doit pas faire. Moi je sais que j'aimais bien dessiner des personnes un peu avec de l'embonpoint et on me disait ah non c'est pas bien, il faut dessiner des enfants plutôt plus maigres, etc. Donc je trouvais que c'était assez formaté. On est dans une norme. Voilà, une norme qui me correspond pas parce que finalement quand on ouvre la fenêtre de n'importe quelle maison, de n'importe quel appartement, on regarde dehors et on voit justement cette diversité et puis on voit que personne n'est comme l'autre. Même un peu trop parfois pour quelques personnalités ou à Saint-Denis apparemment c'est un pays arabe. Oui, mais pour certaines personnes. C'est bien dommage de penser comme ça, de réfléchir comme ça. Charlotte, quelque chose. Je trouve que la diversité, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Alors, votre dernière BD, c'est Nos vacances au bled. Nos vacances au bled, tout à fait. Alors comme ça, je me dis, Nos vacances au bled, ça parle de vacances au bled, quoi. C'est ça. Ouais. En fait, le premier tome que j'ai écrit de ce roman graphique, puisque c'est sur 2 tomes pour l'instant, c'était Famille nombreuse. Donc, je racontais l'histoire de mon père qui arrivait en France dans les années 70 et comment nous, on a vécu ici en France. Ça s'est tiré d'histoires vraies. Alors voilà, c'est mon autobiographie, c'est l'histoire de ma famille. Et en fait, je voulais répondre à toutes ces questions qu'on me posait quand on était plus petit et où on me disait, ah, mais vous êtes 11, en fait, vous êtes une famille nombreuse pour les allocations familiales. Puis comment vous vivez, la 404 bâchée aussi. Voilà, mais on avait une 504 nous. 504, oui, bon voilà. Chacun son modèle. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, je voulais répondre un peu à ces questions. Et puis au final, j'ai parlé de la France, de cette France que nous, où on a vécu quand on était jeune, de ces habitudes qu'on a dû prendre à l'école, de comment on était perçu à l'école par les autres, etc. Et comment nous on percevait les choses. Ouais. Et puis je me suis dit pour le tome 2, ça serait sympa de parler aussi de la Tunisie. Ah oui. Parce que souvent on pense que vous viendriez pas de la Tunisie par hasard? Voilà, c'est la question. Vous venez d'où? Ou alors on me pose la question, mais vous êtes né où? Oui. Et je voulais un peu raconter, dire aux gens que parce qu'en fait, souvent en France, on est perçu toujours comme des enfants issus de l'immigration. Qu'on soit né ici, qu'on ait vécu ici, qu'on ait été à l'école ici, on sera toujours perçu. Enfin, moi,
pas tout le temps, mais je le perçois parfois dans certaines questions, certains propos. Et je voulais dire à ces gens-là que, en fait, finalement, on n'est pas chez nous ici en France, mais quand on va en Tunisie, on est aussi un peu étranger quand on arrive là-bas, dans le sens c'est tout le problème. Voilà, on est tout de suite repéré. Il faut dire ce qui est. Bon, déjà, on arrive avec une 504 chargée à bloc. Oui, à l'époque. À l'époque, oui, maintenant, parce que maintenant, il y a des, quoique, ils sont encore chargés, mais moins sur le toit. Voilà. Et je voulais raconter justement ça, quoi, que finalement on est un peu entre deux rives, quoi. Donc on est chez nous où? Céline, ça donne envie là? Nos vacances au bled. C'était il y a pas si longtemps finalement les vacances. Ah, les vacances, oui. Alors c'était pas au bled cependant. Oui, j'imagine. Ouais. Mais oui, ça donne envie de s'intéresser à un genre qui est un peu méconnu. Parce que moi, ce que tu me disais, le roman graphique, c'est la première fois que j'entends ce terme. Donc je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, c'est un genre. Il y a deux journalistes qui connaissaient pas la BD. Moi, je note ça entre parenthèses. Païsa et Céline. Je connaissais la BD. Oui. Mais le terme de roman graphique, comme vient de nous l'expliquer Shadia, je ne connaissais pas. Je l'avoue. Bon. Mais on est là aussi pour apprendre. Et Madame Ben Mohamed connaissait? Non, pas du tout. Voilà. Je plaide coupable. Oui, merci Faiza. Voilà. Oui, vous vous rendez compte, moi, quelle sauce je suis mangé, moi, Shadia? Voilà. C'est normal. Mais moi aussi, je connaissais pas. Il y a peut-être 5-6 ans, je connaissais pas du tout. Et je suis tombée par hasard sur un roman graphique de Craig Thompson, qui est un Américain et qui a écrit Habibi, qui est une très belle histoire. Et j'ai été emportée par cette histoire et ça m'a donné envie de faire des romans graphiques. Mais je connaissais pas non plus. Donc. Alors, question toute bête. Oui. On les achète tous les BD? Absolument partout. Ah oui? Où il y a des librairies, on peut les acheter en librairie, on peut aller dans les Fnac, acheter même sur Internet maintenant. Et puis pour ceux, parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est comme un livre, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Et ça peut avoir un coût. J'ai conscience que ça a un coût parfois pour certaines personnes. On peut même aller s'inscrire à la médiathèque près de chez soi et vous avez la possibilité de pouvoir emprunter des livres. Quoi. Combien de BD à votre actif? 2 pour l'instant et 2 autres en préparation. D'accord. Ça va être toujours tiré de votre parcours, votre vie? Ça va dépendre de ma famille. Ouais. Ouais. Non, en fait, pas forcément, mais dans chaque bande dessinée, dans chaque livre que quelqu'un écrit, il y a toujours une petite part de soi. Et comment réagit votre entourage justement quand vous avez illustré ces vacances au bled qui rappellent beaucoup de souvenirs à toute votre famille? Alors pour la blague, ils m'ont lapidé dans le jardin. Ouais. Ils ont pas réussi leur coup parce que vous êtes encore là. Ouais, non, ils ont pas été. Non, ils ont été vraiment super sur ce coup-là. Ils m'ont soutenu. J'ai eu vraiment un super soutien de ma famille. À chaque fois que j'ai eu des premières avec mes bandes dessinées, ils étaient là. Ils en ont parlé autour d'eux. Ils m'ont même donné plein d'anecdotes parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu mes parents. Ils sont décédés tous les deux et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de commencer par parler de ma famille et de leur rendre hommage parce qu'on est 11 enfants. Mon père travaillait pour la SNCF, il était agent d'entretien et je trouvais que voilà, c'était quand même un métier qui était très difficile. Il y a qu'à se balader dans le métro pour imaginer devoir nettoyer ça et je me dis mais quelle vie il a eu. Donc j'ai eu envie de raconter leur parcours et de parler de mes parents et pour ça j'ai dû faire appel à la mémoire collective dans la famille. Donc mes frères et sœurs étaient là pour soutenir mes propos et puis me donner les petites informations qui me manquaient, quoi. Bon, alors ça s'appelle Nos vacances au bled, c'est disponible partout, vous l'avez compris. Et c'est Shadia Loueslati qui est avec nous, illustratrice, scénariste et auteur, pour nous présenter ce monde finalement assez méconnu, en tout cas de nous tous ici autour de cette table, mais je l'espère pas du grand public, qui vont pouvoir vous découvrir. C'est un moment de détente. Quel est le message passé au travers de votre BD? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'on se sert d'une BD pour transmettre un message? Toujours. Dans le premier, c'était n'ayez pas peur des enfants d'immigrés et des immigrés. On vit exactement comme vous. Allez pas croire que on vit d'une manière différente. Parce que pour envoyer une photocopie à Laurent Bouvet, ça lui ferait du bien. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais lui faire une petite caricature moi aussi. Et en fait, c'était et puis au final, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui l'ont lu et qui sont venus me voir m'ont dit mais vous viviez exactement comme nous. Oui. On regardait les mêmes choses à la télé, Club Dorothée. Club Dorothée, exactement, à l'époque. On mangeait exactement de la même manière. Enfin bon, nous, sauf qu'on avait vraiment des plats tunisiens. Oui, c'est l'arissa, vous. Voilà, l'arissa et la mlohia aussi. Oui. Il faut pas oublier, oui, c'est assez... La salade meshouya? Ouais, la salade meshouya aussi, tout à fait. Très bien, très pimenté.
Oui, voilà. Mais c'est bon, c'est très bon. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Le couscous poisson, le fameux. Oui, le fameux couscous poisson. Et voilà, en fait, finalement, on est exactement pareil que n'importe qui, donc il faut arrêter et puis, dans le premier tome, j'ai parlé du fait que mon père a été démarché par son employeur. Il était en Tunisie, c'est son employeur qui est venu le chercher pour lui proposer de travailler en France. Donc voilà, je raconte un peu ce parcours et puis comment ma mère, qui était quand même une femme que j'admirais et que j'admire toujours, parce que elle a eu 11 enfants et elle a été présente pour ces 11 enfants. Elle était là, elle nous suivait au niveau de la scolarité, au niveau de tout. On n'a manqué absolument de rien. Et voilà, elle nous a toujours inculqué le respect de l'autre, voilà, être des gens droits. Et c'est vrai que de voir notre père balayer le métro, c'est toujours dit, bon ben voilà, nos parents ils sont venus en France, ils ont eu un métier vraiment galère. À nous aujourd'hui d'être à la hauteur du sacrifice qu'ils ont fait pour pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, quoi. Quel lien vous gardez avec votre pays d'origine aujourd'hui, la Tunisie? Alors, j'ai toujours de la famille là-bas, que je salue d'ailleurs s'ils m'entendent. De quel coin? Alors nous, c'est pas loin de Tunis, c'est Radès, c'est dans la banlieue sud. Et donc j'ai encore mes tantes, mon oncle, et j'ai ma grand-mère, dont je parle beaucoup dans le tome 2, parce que voilà... Oui, ça me fait penser, voilà, elle a un rôle particulier, puis voilà, je suis en admiration, quoi, je me dis, voilà. Ouais, bah évidemment, toujours. Encore sa grand-mère. Ah oui, absolument. Et vous regardez un petit peu ce qui se passe là-bas en Tunisie, les élections, la vie politique agitée. Je vais pas vous mentir, je regarde ça d'un œil un peu pas distrait, je vais dire, mais bon voilà, j'ai un emploi du temps assez chargé ces derniers temps, et c'est vrai que je me suis complètement coupée de l'actualité. Pourtant, ma sœur me dit tout le temps, il faut que tu sois au courant de l'actualité, et elle a raison. Mais là, je me suis un peu coupée, j'avoue. Donc, je sais que c'est les élections, je suis ça un peu de loin, on va dire, mais bon, je reste quand même informée des grandes lignes. Nos vacances au bled, c'est la BD donc de Shadia Louaslati qui est avec nous sur France Maghreb 2, disponible partout. Oui. Ça coûte combien une BD? Tout dépend du format. Alors là, vous en avez pour votre argent. Et celle-là, elle coûte 19,90, mais il faut savoir qu'il y a 206 pages et que ça représente 1 an de travail. Et c'est beaucoup de dessins, donc. Oui. Que des dessins. Que des dessins et du texte, donc c'est énorme. Des dessins que vous avez fait vous-même, hein. Voilà, j'ai écrit le texte et j'ai fait les dessins et ça m'a pris 1 an. Tous les jours, je vivais avec ma famille tous les jours. D'accord. Bon, et ça va, vous en êtes remis, la thérapie a été faite? J'adore ma famille, vraiment. C'était une thérapie, non? Bah c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est un peu une psychanalyse. Voilà. D'analyser tout ça. Oui, effectivement, peut-être. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ma famille et je sais que je peux compter sur elle et je sais que quoi qu'il m'arrive, enfin s'il m'arrive quelque chose un jour, c'est sur ma famille que je pourrais compter. Donc voilà, je tenais à leur rendre hommage. Et puis je voulais parler de quelque chose que je maîtrisais absolument. Donc c'est un sujet pour moi que je maîtrise. Alors, Céline et Faiza, est-ce que ça donne envie d'aller acheter la BD là? Bah, ça donne envie parce qu'on en a parlé avec beaucoup d'émotion. Et je pense qu'effectivement, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un très bel hommage parce que moi, je suis juste à côté et je vois l'émotion avec laquelle elle en parle et franchement, ouais, je pense que je vais aller faire un tour en librairie. Bon, Faiza qui n'est pas à côté, qui est loin, qui est à Nice sur la Côte d'Azur où il y a beaucoup de Tunisiens d'ailleurs à Nice, entre parenthèses. Ouais, il y a énormément de Tunisiens, c'est vrai. Ouais. Mais alors, je suis pas habituellement pas du tout fan de BD, mais en fait là, je suis plus intéressée par le thème parce que même si je suis pas du tout d'origine tunisienne, je suis d'origine marocaine, mais on a tous, je pense, vécu les mêmes périples en vacances, les mêmes histoires avec les cousins, cousines, les dodos sur la terrasse, les trucs, enfin voilà, tout ce qui constitue nos souvenirs de vacances quand on était petits. Donc du coup, je pense que c'est hyper intéressant pour nous, enfants issus de l'immigration, peu importe d'où on vient, d'aller se pencher un peu sur comment c'est vécu ailleurs, quoi. Shadia? Je suis tout à fait d'accord. C'est ça, en fait, ça parle à tout le monde, ça parle même à des gens qui sont pas forcément issus de l'immigration et qui se rappellent des voyages. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite, par exemple, j'avais pas mal d'amis qui allaient en Vendée. Et dans ma tête, la Vendée, c'était le bled. C'était le bled des Français, en fait. C'est pratiquement tout. C'est encore le bled, hein, remarquez, vous allez dans certains endroits de la Vendée. Mais... Voilà. Mais voilà, et puis, et ça peut parler parce que moi, dans Vacances au bled, par exemple, je parle, du fait quand on allait chez l'épicier, je me souviens d'une scène où on va voir l'épicier, puis pour acheter du boga, n'est-ce pas, la fameuse boisson tunisienne. Et l'épicier nous dit 2 minutes, et puis il égorge une poule qu'il laisse courir comme ça dans la rue jusqu'à qu'elle se vide de son sang, et puis il nous sert. Et puis nous, on était là à regarder, à se dire, mais c'est bizarre. Et quand j'en ai pas, non, on dit mais quand j'en ai parlé avec des copines, elles m'ont dit, mais tu sais, moi, mon grand-père en Vendée, justement, donc le bled de la France, il prenait les lapins puis il les dépeçait devant moi. Donc je me dis, finalement, il y a des similitudes. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va toucher tout le monde.
Et voilà, donc ça s'appelle donc Nos vacances au bled. Nos vacances au bled, avec en couverture une 504 chargée à bloc, et ça c'est véridique. Alors la 504 chargée à bloc qui traîne quasiment par terre. Hein. Ouais, c'est ça, avec les roues à plat pratiquement. Voilà, avec les roues à plat. Évidemment, c'était tout à fait imprudent. Il faut le rappeler quand même. Oui, tout à fait. Non, mais faut rappeler quand même, c'est important. Oui, mais bon, on vivait une époque où ça posait sans problème, et puis on était même parfois à 4-5 des pneus qui derrière. éclatent, c'était pas rare quand même. Ouais, non, c'est clair. On était à 4-5 enfants derrière, parce qu'à l'époque c'était pas obligatoire la ceinture à l'arrière. Oui. Donc et moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais nous aussi on a vécu ça sans forcément être issus de l'immigration. Donc je pense que c'est toute une période, une époque qui peut parler à beaucoup de monde, mais effectivement qui peut rappeler beaucoup de souvenirs aux enfants d'immigrés qui retournaient au bled avec leurs parents pendant les vacances. Bon séquence nostalgie avec cette BD signée Shadia Louesnati. Ça s'appelle Nos vacances au bled, c'est disponible partout. Merci beaucoup Shadia d'être venue nous en parler. Est-ce que je peux juste rappeler que si jamais les auditeurs sont intéressés, je serai en dédicace à la FNAC demain, à la FNAC la FNAC de la Défense. J'allais y venir entre midi et 2, donc de 12h30 à 14h, où je dédicacerai Famille nombreuse, ma première bande dessinée, et Vacances au bled, ma seconde bande dessinée. Donc pendant la pause déj demain, vous qui travaillez proche de la Défense, allez-y du côté de la FNAC. Shadia y sera pour une séance dédicace, l'occasion de découvrir son travail d'illustratrice, de scénariste et d'auteur. Merci beaucoup Shadia. Merci à vous de m'avoir reçu. À très vite. Dans un instant sur France Maghreb 2, dans cette émission il se passe absolument tout, et on n'hésite pas à changer de sujet sans transition, ou presque, puisque dans un instant on va revenir sur une affaire terrible qui s'est déroulée en 2018. C'est la mort de Guet Camara, qui a été tué par la police. C'était à Épinay-sur-Seine. Revenir sur cette affaire et revenir aussi sur justement les différentes affaires de violences policières en général. Sachez que demain d'ailleurs on aura un débat de prévu sur cette antenne avec un certain Alexandre Langlois, qui est policier syndicaliste. Il sera face à Yasser Louati et Austin Ras. Est-ce que le dialogue entre les quartiers populaires et la police est rompu, ou alors peut-on encore parler ou essayer de se comprendre? C'est la mission qu'on va essayer à laquelle on va s'atteler demain, essayer de reparler ensemble, avec nos différences certes, mais en tout cas d'essayer de se comprendre avec nos difficultés, nos spécificités, chacun de notre côté. On se souvient quand même du travail qui commençait à porter ses fruits, de la police de proximité, qui a été supprimée par un certain Nicolas Sarkozy, qui avait engueulé des policiers, vous vous en souvenez, du côté de Toulouse, où il leur avait dit vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas payés pour aller jouer au foot, mais pour aller faire de la répression tout simplement. Du coup ça avait été totalement donc supprimé, et aujourd'hui le fossé se creuse entre habitants des quartiers populaires et entre police. Et il est peut-être temps de mettre le pied dans le plat pour essayer justement de rétablir ce dialogue qui est important et nécessaire. Dans un instant donc, le grand frère de Guet Camara qui est avec nous dans un instant. Elias Samir, aussi un ancien du MIB, qui a aussi beaucoup d'expérience en la matière. Faiza Ben Mohamed et Céline Boris sont avec nous dans ce grand forum. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'un quiz va les opposer tout à l'heure, toutes les deux. Au moins on aura une gagnante dans ce quiz, parce que c'est toujours les hommes qui gagnent. Non, la dernière fois j'ai gagné. J'ai gagné contre Philippe. Exact. Je tiens à le dire. Tu as gagné contre Philippe Bouriaki. Effectivement. Donc réponse tout à l'heure entre Faiza Ben Mohamed et Céline Bouri. Merci d'être avec nous, les 17h19. Bon retour à la maison, vous qui êtes à l'écoute de France Maghreb 2. Et alors là, je serais tenté de vous dire, vous avez parfaitement raison. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum, et c'est sur France Maghreb 2. Merci d'y être et d'y rester d'ailleurs sur votre radio France Maghreb 2, 17h25, 17h25. Bon début de soirée en ce mercredi avec, pour nous accompagner aujourd'hui, deux journalistes. Oui, elles sont toutes les deux journalistes, mais aussi militantes, à leur manière. Faiza Ben Mohamed et Céline Bory, avec nous pour entamer maintenant un sujet qui va nous occuper quelques jours avec des témoignages. Je rappelle que demain, on organise un petit débat pour essayer de rétablir ce qui a été disparu, ce qui a disparu dans les quartiers populaires, entre finalement les habitants de ces quartiers populaires et la police. Ils se connaissent bien, Céline, Faiza, les habitants des quartiers populaires et la police. Ils se tutoient même parfois, ils se côtoient en tout cas pour être, pour certains d'entre eux, les habitants victimes de contrôles réguliers plusieurs fois par jour, donc ils commencent à les connaître. Quoi qu'il en soit, un dialogue est peut-être encore possible pour essayer de limiter la casse, parce que le fossé se creuse, à l'image de ce que l'on va évoquer aujourd'hui avec ce qui s'est passé. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier 2018. Guet Camara,
qui a été tué par 8 balles tirées à bout portant par la police. On est avec Mamad Camara. Bonjour Mamad. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Avec Elias Samir aussi, ancien du MIB. Bonjour Elias. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors tiens, première question, Elias Samir, pour justement ce fossé qui se creuse entre les habitants des quartiers populaires et la police. Je faisais référence tout à l'heure à la police de proximité qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy à l'époque. On voyait quand même que ça commençait à porter ses fruits. Je pense que vous êtes un peu un ancien. Vous pouvez nous dire un petit peu, vous avez senti vous ce fossé se creuser de plus en plus? Non, en fait, Christophe, ouais, je vais pas aller à l'encontre de ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine police de proximité. Mais est-ce qu'elle était là pour dialoguer avec les habitants? Non. C'était une police qui était là, en fait, c'était les renseignements généraux du commissariat du quartier, en fait. Ça n'a jamais permis un dialogue, on va dire, objectif entre les habitants et la police. De toute façon, les habitants, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent pas de rétablir un dialogue avec la police. Ils demandent de rétablir un dialogue avec l'État. Ils demandent de rétablir un dialogue avec ceux qui ont un certain pouvoir dans ces quartiers-là. Que ça soit, par exemple, pour le logement, pour le chômage, pour l'éducation de nos enfants. Moi, je fais partie de ceux qui disent, c'est pas la question qu'on doit discuter avec la police, mais la police, pas des éducateurs. Pourquoi on parlerait avec la police? Pourquoi on devrait dialoguer avec la police, par exemple? Est-ce que je vais dire à un policier, ouais, mon fils, il a des difficultés à l'école, ils sont 30 par classe? Ou alors, sur les difficultés des logements? Ou alors, sur le fait que des habitants de certains quartiers populaires ne sont pas pris dans un travail parce qu'ils sont de tel ou tel quartier ou parce qu'ils sont de telle ou telle origine. Non, la police, elle est là pour faire un travail, point. Elle est là pour arrêter des voleurs. Elle est là pour accomplir des enquêtes. Et elle n'est pas là pour commettre des crimes. La police, dans nos quartiers, fait pas des enquêtes. Depuis 40 ans, elle commet des exactions. Depuis 40 ans, elle fait tout et n'importe quoi. Depuis 40 ans, elle maltraite les populations des quartiers populaires. Nous, ce qu'on veut, c'est rétablir un dialogue avec l'État. On veut par exemple le retour des éducateurs de rue. Ouais. Il est hors de question pour moi de dire je veux le retour de la police de proximité. Non, nous on veut le retour des éducateurs de rue. On veut le retour des structures qui étaient en place. Par exemple, moi je vais te prendre un exemple et je pense que les gens ils vont comprendre. Moi quand je me levais le matin avant que j'avais 17-18 ans, je savais où je devais aller. Il y avait des structures et des éducateurs spécialisés, voilà, qui nous aidaient ou à retrouver une école ou à trouver une formation. Ces gens-là, ils n'existent plus. Moi, je suis partisan, par exemple, de dire on veut plus d'éducateurs de rue, on veut que ces structures, ces centres sociaux qui étaient des espaces d'éducation populaire refont surface dans les quartiers, mais je veux sûrement pas plus de police. Nous, on veut moins de policiers, en fait, Christophe. On veut moins de policiers, plus de justice. Voilà, c'est plus de justice. Alors, ça tombe bien, de la justice, il en est question. Mamad Camara, ici présent, grand frère de Gad Camara, qui a été tué dans la nuit du 16 janvier 2018. Ça s'est passé du côté d'Épinay-sur-Seine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton petit frère? Qui était-il? Bonjour. Avant tout, je tiens à remercier France Maghreb 2, Christophe et toute l'équipe, Céline et Samir. Et remercier aussi le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Parce que je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou. Je suis le grand frère de Gaï Camara. Mon petit frère, c'est un jeune homme de 26 ans qui a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine. Les policiers ont tiré à 8 reprises dans son véhicule et malheureusement mon petit frère a pris une balle dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pour justement reprendre un petit peu les faits ce soir-là? Donc la version que j'ai pu lire, c'est que les policiers étaient en planque pour surveiller une voiture dite volée, hein, c'est important, une Mercedes. Et est apparue une Volkswagen avec à l'intérieur 3 individus, dont votre petit frère, qui en est sorti pour justement se mettre au volant de cette fameuse Mercedes dite volée. Non. En fait, c'est pas ça. En fait, le début de l'affaire, c'est qu'en fait, il y a un véhicule qui a été volé à Champs-sur-Marne le samedi soir. Et on a voulu impliquer Gaï dans ce vol de véhicule, mais pas de bol pour eux parce que mon petit frère, il n'était pas sur le territoire français quand le véhicule en question a été volé. D'accord. Gaï était en vacances au Cap-Vert. Gaï, il est rentré lundi soir du Cap-Vert. Il s'est réveillé le matin, il est parti voir ma belle-sœur qui a accouché d'un garçon et malheureusement on l'a appelé Gaï. Et
Après le soir, il a fait sa journée, il est parti faire ses petites courses et le soir, un ami à lui a demandé de l'aider à garder une voiture, de trouver un endroit pour garder la voiture. Et Gaï et son ami ont déposé ce véhicule en question à Épinay-sur-Seine. Et après avoir déposé ce véhicule en question à Épinay-sur-Seine, Gaï a appelé mon petit cousin qui était à Argenteuil. Gaï a pris son véhicule et son ami en question qui devait récupérer le véhicule. Ils sont partis récupérer mon petit cousin à Argenteuil. Après avoir récupéré mon petit cousin à Argenteuil, Gaï, il était dans son véhicule de marque Polo, noir. Et côté conducteur, c'était lui. Mon cousin, il était côté passager à l'avant. Et son ami qui devait récupérer le véhicule en question, qui est de marque, le véhicule en question qui a été volé, soi-disant, parce qu'on sait pas vraiment s'il était volé ou pas. Et ils l'ont déposé. Après avoir récupéré mon petit cousin, ils sont revenus sur les lieux. En fin de compte, dans ce véhicule-là, il y avait un traceur. Les policiers les attendaient sur les lieux. Donc forcément, quand on dit qu'il a voulu forcer un barrage, déjà la première des choses, on dit que c'est pas possible parce que si les policiers sont en planque et ils attendent des individus dans un endroit, ils vont pas se montrer. Donc déjà de ce côté-là, quand on nous avait dit qu'il y avait un barrage, je leur ai dit c'est pas possible. Et en plus de ça, je leur ai dit la personne qui c'était, elle aurait jamais forcé un barrage. Et son ami en question allait récupérer le véhicule. Donc il fallait attendre que cet ami-là rentre dans le véhicule pour que les policiers puissent l'interpeller. Après avoir interpellé ce jeune homme, mon petit frère, quand il a déposé son ami, il partait. Et les policiers ont surgi, ils ont voulu l'arrêter, il a voulu partir et ils l'ont tiré dessus. Ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule et là il a pris une balle dans la tête. C'est ce qui est dit, il aurait tenté de forcer un barrage. Oui, voilà. Et c'est faux. Oui. On en est où aujourd'hui de cette affaire? De cette affaire, c'est comme dans toutes les violences policières que je pense qui existent aujourd'hui en France. L'enquête est toujours en cours? L'enquête est toujours en cours. Et notre avocat fait un travail formidable, maître Yacine Bouzrou. Ouais. Et derrière, comme vous savez, dans toutes les violences, dans toutes les affaires où les policiers sont impliqués, l'État, la justice et toutes ces institutions les protègent. Et ça, c'est pas normal. Comment va votre famille? Je pense en particulier à vos parents. Mes parents, ils s'en remettent. De toute façon, ils ont pas le choix. Et on est là avec eux. On essaie de prendre ça comme on doit le prendre. Mais bon, on est des croyants avant tout. Tout ce qui nous arrive, on sait que ça devait nous arriver. Mais en aucun cas, ma mère et mon père ont ramené mon frère au monde pour que ce jeune homme puisse être assassiné par la police dans des conditions comme ça. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on se bat et qu'on essaie de dénoncer, de dénoncer l'agissement de la police quand ils viennent dans nos quartiers, quand ils viennent nous contrôler et leur comportement surtout parce que. Vous l'avez vécu vous personnellement? Personnellement, je l'ai vécu. J'ai vécu même une bavure policière. Malheureusement, j'ai pas cherché à comprendre. J'avais pris un avocat, tout, mais le parquet de Meaux avait décidé de pas poursuivre ce policier en question. Et c'est pareil, je me suis fait tirer dessus à coup de flashball à bout portant. Et l'affaire, elle a été classée sans suite. Et le policier n'a rien eu et moi, ils m'ont pas poursuivi parce que j'avais rien à me reprocher. Votre combat aujourd'hui, donc, il consiste à quoi? Évidemment, je suppose à obtenir justice et vérité. Ouais. Comment on fait pour obtenir justice et vérité quand on est victime de ce genre de choses? Là, quand on sensibilise, on milite. Ouais, moi, comme j'ai dit, quand ma famille elle a été touchée, il y a des personnes qui sont venues à notre chevet. Il y a des personnes qui sont venues nous conseiller. Je vais citer le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, le grand frère Samir, le grand frère Almami, le frangin Youssef et toute l'équipe du comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Et c'est important aussi aujourd'hui de se battre. Et avant, vous savez, toutes les violences qui se passaient dans nos quartiers et toutes les exactions que la police nous faisait, on restait les bras croisés et on disait rien. Aujourd'hui, on a décidé de dénoncer. Déjà, c'est déjà une avancée pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Et puis, je me parlais d'une petite question, Lies Samir, vous qui faites partie de quelques collectifs, justement, en référence à ce genre d'affaires. Comment expliquer, c'est toujours quelque chose qui m'a paru très particulier et bizarre, comment expliquer qu'il n'y a pas une union des différents comités afin de peser et d'unir nos forces pour essayer justement... vous connaissez l'adage, l'union fait la force. Et on a l'impression qu'il y a quand même quelques soucis, quelques problématiques entre différents comités. Et c'est là, finalement, comme disait si bien Kerry James, ils ont parié sur notre division. Samir, comment on l'explique ça? On l'explique de manière différente. Par exemple, nous, à l'époque du MIB, c'est pas parce que tu es militant issu de l'immigration et c'est pas parce que tu milites d'une certaine manière qu'on doit se
rassembler. Il y a des manières. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui disent je ne veux pas parler avec la police, je ne mets pas à table avec la police, parce que justement, on a affaire à des gens qui défendent une corporation. Tu vois, par exemple, moi, je suis pour, quand il se passe quelque chose comme ça, qu'il y ait un combat local, parce que si on veut régler les problèmes de la police et en règle générale les problèmes qui nous touchent dans les quartiers populaires, faut qu'il y ait un travail sur la durée, faut qu'il y ait un travail local. Et souvent, il y a des gens qui pensent être les porte-paroles, et je dis bien souvent, il y a des gens qui pensent être les porte-paroles des combats qui ont été menés. Non, on est garant des luttes qu'on mène. Moi, c'est ce qu'on m'a appris au MIB. On est garant des luttes qu'on mène. On n'est pas les porte-paroles des quartiers populaires. Est-ce que, par exemple, Samir Balouj, il a été aider des gens à Marseille? Oui, j'ai été des gens à Marseille. Oui, j'ai été des gens à Montpellier. Mais le principal, c'est que ça soit des gens qui habitent le quartier, qui s'organisent pour aider quotidiennement des gens. Pour améliorer le quotidien des habitants du quartier, il faut y habiter. Il faut y militer quotidiennement. Et quand tu t'autoproclames porte-parole nationale, t'aides qui, en fait? Tu aides personne. Tu t'aides que toi-même, en fait. Pour moi, c'est du vent, c'est du, non, nous, le MIB, il nous a appris tout simple. Adam Marie. Non, je vais prendre le problème de Gay, parce qu'on est, on est dans les années 2020. Quand tu regardes ce que fait Mamad Gay, Christophe, dans son quartier, c'est exactement ce que nous a appris le MIB. Faire avec la base. Faire avec les gens qui habitent le quartier. Tu ne peux pas, par exemple, t'autoproclamer porte-parole de tous les problèmes qui se passent dans nos quartiers. C'est impossible. C'est impossible. Les quartiers, chaque quartier a sa spécificité. Par exemple, nous, Dame-Marie, c'était plus particulièrement les violences policières. Par exemple, un quartier comme le Petit Bar à Montpellier, sur lequel on a travaillé pendant 10 ans et lequel se trouve même l'héritage du MIB, petite parenthèse, c'était plus le logement, par exemple, la rénovation urbaine, le fait qu'on veut mettre plus de mixité sociale et qu'on veut virer des gens qui ont habité là-bas pendant 40 ans. Voilà, c'est-à-dire que c'est les gens du quartier qu'il faut qu'ils s'organisent. Faire l'éducation populaire, par exemple, c'est ça. Si c'est pas des gens du quartier qui s'organisent, par exemple, pour faire du soutien scolaire pour nos enfants tous les jours, c'est pas des gens de l'extérieur qui vont venir le faire. Non, il y a des gens. Mais ce que je comprends pas, Samir. Porte-parole, je pense qu'ils devraient juste voir ce qui s'est passé par le passé. Ce qui a fait la force des comités, c'est la force locale. C'est ce que tu es en capacité de faire localement. Par exemple, Tarek Kaoutari, un des fondateurs du MIB, il nous a appris quelque chose et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ce qui fait de toi quelqu'un, c'est ce que tu arrives à faire collectivement avec les gens qui fait de toi quelqu'un. Mais c'est quand même, Samir, c'est quand même regrettable. Excuse-moi, c'est quand même regrettable, justement, cette histoire d'ego, parce que c'est ni plus ni moins que des histoires d'ego, hein, on est d'accord. C'est ni plus ni moins que des histoires d'ego. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, t'as mis le doigt où il fallait. Ouais. Bon. C'est des histoires d'ego. Par exemple, on va prendre une sœur, Afsa Traoré, qui a beaucoup été attaquée, et par même des militants issus de l'immigration. Et je trouve ça pitoyable d'attaquer une sœur qui a perdu son frère, tué par la police lors d'un contrôle. Gendarmerie. Qui se bat. Gendarmerie, Samir. Qui sont en prison, et qu'on essaye de dire qu'Afsa Traoré est une militante bling-bling. Moi, je peux te dire, et je suis bien placé pour te dire qu'Afsa aurait voulu, et aurait bien voulu, ne pas avoir affaire à tout ça. Bien sûr, bien sûr. Et comme tu dis, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, le principal problème des militants issus de l'immigration et des militants qui militent pour les quartiers populaires, c'est une histoire d'ego. T'as mis le doigt exactement là où il fallait. C'est une histoire d'ego, ni plus ni moins. Alors les violences policières, on en parle, c'est vrai, beaucoup, parce qu'il y en a évidemment beaucoup, mais on peut remonter dans les années 80, voire même avant. Et d'ailleurs, Faiza Ben Mohamed, ici présente, je peux en parler tranquillement, parce qu'elle l'a déjà fait. Son oncle a été victime aussi, puisqu'il en est mort, suite à un tir d'un CRS, Faiza, hein. Oui, c'est ça, dans le quartier de la Bousserie à Marseille. À Marseille, oui. Rencontré ton frère Tarek, les anciens du MIB connaissent très très bien cette histoire-là. Ouais. Disons que je crois qu'il s'agit du premier crime policier suffisamment médiatisé pour avoir fait un peu émerger une espèce de conscience collective dans les quartiers nord de Marseille, en tout cas. Et puis après, exactement. Mais voilà, avant à Marseille, si tu veux, chez vous, il y a eu aussi une histoire, et je pense qu'il faut pas l'occulter, c'est l'été 73. L'été 73, il y a eu pendant 3 mois des gens de Marseille, des Maghrébins de Marseille, des Bouches-du-Rhône, qui ont été pourchassés par
des policiers et des beaufs, ce qu'on appelait à l'époque des beaufs, et il y a eu plus de 80 homicides. Plus de 80 homicides qui ont été effectués. Elle s'en rappelle pas, elle était pas née en même temps. Comment? Non, mais elle s'en rappelle pas, elle était pas née, Faiza, donc. Non, je n'étais pas née, mais cette période de l'histoire, elle est très bien racontée dans un livre par l'historien Yvan Gasto, qui raconte effectivement que l'année 1973 marque un tournant dans le racisme anti-maghrébin et précisément axé sur les populations issues de l'immigration algérienne principalement, parce qu'à Marseille c'est ce qui prédomine. Bon, ça avait un petit peu aussi touché les populations portugaises un petit peu dans la foulée ici, notamment sur les Alpes-Maritimes. Mais c'est vrai que les années 80 ont marqué un vrai tournant dans la banalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui les crimes policiers. Et puis les réponses pénales, les réponses judiciaires qui sont apportées encore aujourd'hui en 2019, elles sont encore légales de ce qu'elles ont été dans les années 80. Je rappelle que pour moi, mes grands-parents qui avaient pour avocat bon vieux Gilbert Collard ont dû se contenter devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 10 mois de prison, dont 6 avec sursis pour ce policier qui vit aujourd'hui tranquillement à Marseille et qui pourrait les croiser n'importe quand. Il a été buté, il a été glorifié, il a été peut-être condamné quelque part aussi après la manière dont les remercie l'État. C'est-à-dire qu'il les monte tout en haut. Les policiers qui commettent des crimes dans ces quartiers-là deviennent des héros. Et ça a été un des premiers héros policiers, exactement. Alors Céline, on t'a pas beaucoup entendu sur ce sujet aussi qui t'interpelle, qui t'intéresse, que tu suis de près, hein. Ton ressenti. Mon ressenti, quand j'écoute ce que raconte Mamad, c'est que déjà il y a la souffrance des familles, des victimes qui se sentent aussi impuissantes face à ce système, face à ces institutions. Et toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face pour obtenir la vérité, parce que derrière ça fait bloc, hein, clairement. Et puis aussi il y a toujours, encore une fois, on en a déjà parlé, la criminalisation des victimes qui rentrent en jeu. Donc on va te parler d'une voiture volée, on va te parler de casier judiciaire dans d'autres cas, mais on occulte totalement la souffrance et on occulte aussi souvent le... On rappelle quand même, c'est pas parce qu'on va voler quelque chose ou qu'on va commettre quelque chose qu'on a le droit de mourir. Tout à fait, voilà. On occulte la disproportion de la réaction par rapport aux faits dans beaucoup de cas. Et puis on rappelle surtout aussi que les policiers sont formés pour appréhender des individus, pour les arrêter vivants, hein, sans leur tirer dessus, et pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle une garde à vue et de vérifier s'il s'agit bien de la bonne personne, etc. Voilà, ils sont formés pour ça, je veux dire. Au même titre que moi, j'ai été formé pour faire de la radio, vous voyez. Si je peux me permettre sur la formation des policiers, parce que tu touches un point sensible justement de la formation des policiers. Ouais. La formation des policiers en France, ça n'a jamais changé depuis l'époque de Vichy. Ouais. Déjà. La deuxième chose, la France, c'est un des seuls pays au monde où on forme les gens à tuer un habitant lors d'un contrôle d'identité. Adama Traoré, Lamine Diagne, Hakim Hajimi, et je peux t'en citer encore des dizaines d'autres, ont été tués à travers la clé d'étranglement. Oui, la fameuse, qui est interdite d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que cette clé, c'est une méthode d'interpellation qui est interdite en Belgique, en Hollande, dans certains quand même États des États-Unis, quand on connaît la criminalité aux États-Unis, hein, c'est-à-dire qu'en France, on est le seul pays où on forme carrément des policiers à tuer des gens lors de contrôles d'identité. C'est quand même phénoménal. Ouais, alors parce que il y a un truc, Christophe, qu'il faut comprendre. Quand tu parlais justement de guéguerre et tout ça, entre militants, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, et je pense que les gens vont comprendre ça. Quand tu milites contre la police, faut déjà apprendre l'histoire de la police, ce que la police représente en France. Par exemple, moi, je vais parler d'un petit détail. Enfin, d'un petit détail. Les gens pensent que c'est un petit détail, mais ça donne un peu la vision des gens contre la police française. Faut savoir que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Vichy. Tous les policiers de Vichy ont été réintégrés dans la police française dans les années 50. C'est ces mêmes policiers qui ont massacré des centaines d'Algériens le 17 octobre 61. Ouais, jeté dans la Seine, rappelons-le. De quoi on parle en fait? On est en train de parler d'une méthodologie, d'une méthode de la police française qui a été d'ailleurs la police française, elle a formé beaucoup de policiers dans le monde. Rien que la BOP au Brésil, tout le monde parle de la BOP au Brésil, c'est le GIGN puissance 10, bien sûr, il n'y a pas de problème. Le SWAT aux États-Unis
il a été créé sur la base du GIGN. On a formé jusqu'en Israël, on a formé les policiers israéliens. En France, quand je dis on, excusez-moi, oh là là, la police française a formé toutes les polices aujourd'hui qui commettent des centaines de crimes par an dans leur propre pays. Alors, Mamad Camara. Il faut déjà apprendre, les militants qui militent contre les violences policières, il faut déjà qu'ils apprennent l'histoire. Ce que c'est que la police française et le rôle que la police française a pu tenir ces dernières années. Mamad Camara, le temps passe très vite. Aujourd'hui, les auditrices qui nous écoutent, auditeurs, qui n'ont peut-être pas eu connaissance de ce qui s'est passé pour votre petit frère, aujourd'hui, ils ont envie de s'intéresser à cette affaire, de vous aider. De quelle manière on peut vous aider, Mamad? De quelle manière on peut aider votre famille? Moi, je pense que on a besoin d'unité déjà. C'est ce que je dis à chaque fois quand je prends la parole. On a besoin d'unité entre nous, s'organiser entre nous. Quand on organise des événements, ce serait bien que les gens puissent être présents. Juste la présence humaine déjà. Il y a un événement là, peut-être à venir ou pas? Bientôt. Bientôt. Pour l'instant, on y travaille dessus. Mais je pense que quand on aura les dates, on les lancera sur les réseaux sociaux. Mais avant tout aussi, parce qu'en fait, dans l'affaire de mon frère aussi, faut bien préciser que après que Gaïa s'est fait assassiner par la police, moi j'appelle ça une exécution. Mon petit frère, ils l'ont déposé à la rue Boisière sous X. Alors que les policiers avaient sa carte d'identité, son permis de conduire, la carte grise de son véhicule. Après l'avoir déposé sous X à la rue Boisière, ils ont monté leur système, ils l'ont branché, nous faisons croire qu'il allait vivre et qu'il avait des chances de s'en sortir. Comment la famille elle a été prévenue, c'est encore ça le pire. C'est que quand Gaïa a été assassiné, on nous a appelé, le préfet a appelé le maire de notre ville. Le maire de notre ville a appelé une association culturelle parce qu'on est de confession musulmane, le président de l'association. Et ce président-là n'a pas eu la force de nous appeler, il a appelé un ami à Gaïa. Et moi, quand on m'a appelé vers 13-14 heures, on m'a dit Gaïa il y a un problème avec la police. Je leur ai dit on sait pas où c'est, faut se renseigner. Et les amis à Gaïa, en fait, ils avaient déjà entendu l'écho comme quoi qu'ils étaient fait tirer dessus par la police, mais ils avaient pas la force de le dire, mais ils savaient pas c'était où. Et après ils sont déplacés dans une ville qui est à côté de chez nous, on est issu de la Seine-et-Marne. Ils sont partis à Noiselle, ils ont commencé à foutre un bordel, ils ont dit si vous nous dites pas où c'est passé, on va tout casser dans la ville, on va tout retourner et vous allez voir que ça va pas se passer comme ça. Et c'est là qu'après, par peur, ils ont indiqué aux amis à Gaïa comme quoi Gaïa a eu un problème à Épinay-sur-Seine. Et c'est en fait tout ce système-là qu'il faut commencer à combattre en fait. Moi, vous savez, la police, j'ai envie de leur dire, pour moi, c'est des gens qui obéissent à l'ordre. C'est plus haut en fait. C'est en fait quand vous regardez bien, quand on regarde toutes les violences policières qui se passent actuellement en France, c'est qui les protège? C'est les personnes qui dirigent ce pays, c'est les institutions, les juges d'instruction, les médecins légistes, tout ce système-là est corrompu. Et ça, on se doit de le dénoncer et de le combattre. Moi, on a décidé de se battre, on combat pas des individus, on combat pas des policiers, on combat des institutions. C'est ça qu'il faut, bien important à comprendre. C'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Alors, vos réseaux sociaux, Mamad, pour que les gens puissent aller suivre un petit peu vos différentes actions et vos initiatives. On a une page Facebook qui s'appelle Vérité et Justice pour Gaïa Camara. Je pense que toutes les choses qui se passent, on les balance sur ce réseau. On a Instagram, on a tous les réseaux sociaux qu'il faut pour qu'on puisse avoir un peu de la lumière à nous montrer. Et moi je pense ce que je dis à chaque fois, c'est très important d'être unis entre nous, parce qu'on a toujours attendu après les autres. On a toujours attendu que le politique vienne nous aider, alors qu'on est capable de faire les choses ensemble. On est capable de s'organiser ensemble. On est capable d'être solidaires entre nous. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et quand vous voyez comment on arrive à s'organiser, comment on arrive à faire bouger 1000 personnes, 2000 personnes, 700 personnes, organiser des tournois, faire des barbecues et inviter beaucoup de gens qui sont ni de nos quartiers, c'est possible qu'on puisse s'organiser entre nous. Et ça, c'est très important de le dire. Message est passé en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur France Maghreb 2. Christophe, rapidement, Samir. Pour Dieu, on a la chance d'avoir des radios et des journalistes comme vous, et ça c'est une aide, parce que moi je m'en rappelle, il y a 30 ans, il y a 20 ans, pour dénoncer et pour rétablir les vérités, on mettait des mois, parce que les journalistes attendaient vraiment le dernier moment, et aujourd'hui, tu apportes une certaine aide toi-même en faisant, par exemple, en invitant Mamad Camara, en invitant ces familles qui sont touchées par ces violences-là, c'est beaucoup. Et
faut être optimiste pour la suite. Merci, voilà. Elias Samir, ancien du MIM. Merci, Mamad Camara, grand frère de Gad Camara, donc assassiné. Donc, et puis bonne continuation en tout cas, France Maghreb. Merci beaucoup. À bientôt, Mamad. Bon courage à la famille. Dans un instant, on va un peu se divertir parce que ça va faire du bien quand même après tout cela. Avec Faiza et Céline. On installe l'octogone et on est de retour dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Faiza Ben Mohamed, notre niçoise, avec Céline Bory, notre parisienne, proche banlieue quoi. Ouais, 94, mais presque parisienne. Presque parisienne. Le grand forum. Moi j'aime bien ce petit quiz parce que il va opposer deux femmes aujourd'hui. Faiza Ben Mohamed face à Céline Bory. Vous savez qu'on termine toujours cette émission par un petit quiz, histoire de se divertir et d'apprendre aussi un peu quand même, quelque part. Des questions qui ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 25 septembre. Première question, les filles, attention, je rappelle la règle parce que ça a coûté 2 points à Itachi hier. Oui, faire attention quand même. Il faut bien attendre la fin de ma question avant de répondre. On est d'accord, Faiza ? Ok. Par contre, si tu réponds aussi vite que maintenant, je pense que ça va être chaud. Va falloir accélérer le mouvement, Faiza. Il fait soleil ou pas, ou c'est de la grisaille à Nice aujourd'hui ? Non, il fait un beau soleil là, il fait 28 degrés. C'est pour ça, c'est la chaleur qui fatigue. On est en 1972. Parution d'un premier numéro, d'un journal. Lequel ? 72. Oui. Forcément. Je donne un indice ? Le Point ? Le Point est une bonne réponse. Franz-Olivier Gisbert, oui, qui l'a dirigé. 1972, donc premier numéro de ce journal. 1991, toujours à 25 septembre, décès en prison de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. De qui s'agit-il ? Attends. 91. 91, oui. Klaus Barbie. Klaus Barbie est une bonne réponse. Égalité parfaite entre Faiza Ben Mohamed et Céline. Vous avez remarqué que c'est beaucoup moins agité quand c'est deux femmes. C'est tranquille, ça se passe bien, il n'y a pas de cris, tout. C'est calme. Mais on est en paix. Voilà. Alors quand c'est les mecs, alors les Bouriaki en général avec Abdestamitash, c'est une catastrophe. On n'a pas approuvé notre virilité. Je cherche à présent une humoriste et actrice française née en 65, 25 septembre. Elle fait de la radio, elle est sur Europe 1. Elle a fait aussi un peu de télé. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff est une bonne réponse. 2-1 pour Faiza Ben Mohamed. Je cherche une chanteuse, mais aussi danseuse, j'ai du mal, et actrice britannique née en 1969, qui porte le prénom de Catherine. Masque de Zorro. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, c'est une bonne réponse. 2 partout. C'est serré. C'est très serré. La dernière question il va ainsi vous départager. Qui a dit ? La saleté à Paris, c'est une question d'éducation. Tu nous donnes un indice ? Paris. Hidalgo est une bonne réponse. Ah oui, bien joué. La maire de Paris. Elle a parlé, de la saleté à Paris en disant que c'était une question d'éducation. Céline Bory qui a gagné son 2e quiz. Mais que ce fut serré. Fut serré. Faiza Ben Mohamed est une candidate, une adversaire redoutable. Elle l'a encore prouvé. 3-2, victoire de Céline Bory. Bravo Céline. Et merci. Bravo Faiza. Franchement, au top. Bravo. Tu vas finir par en gagner un, Faiza, je le crois. Non, mais en fait, je t'explique, je prends trop de temps à aller sur Google. au moins, elle a l'honnêteté de le dire. Va sur Faut que tu mettes la fibre. Voilà, faut mettre la fibre. À Nice, elle est pas encore arrivée ou quoi ? T'as une mauvaise connexion, visiblement. Je vais aller me plaindre à Bouygues, là. Ouais. Changer d'opérateur. Va te plaindre à Estrosi qui instaure la fibre correcte. Je te jure. Bon, en tout cas, victoire de Céline, bravo en tout cas à toutes les deux. Merci à toutes les deux. C'était bien, c'était une émission riche, variée, émouvante. Bref, vous avez été au top. Merci beaucoup les filles, Faiza Ben Mohamed et Céline Bory. Demain, grosse émission avec Alexandre Langlois, qui est un syndicaliste policier qui sera autour de cette table. À ses côtés, Osinras, habitant et travaillant dans les quartiers populaires, et Yasser Louati, qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Et puis vendredi, je vous rappelle qu'on reçoit aussi Esther Benbassa, et elle a beaucoup de choses à dire, et elle n'a pas sa langue dans sa poche
en ce qui concerne les violences policières. La sénatrice de Paris d'Europe Écologie Les Verts sera avec nous et en plateau en studio vendredi. Tiens, à ne pas louper aussi la semaine prochaine le témoignage d'une ex-gendarme qui a vécu le cauchemar et l'enfer auprès de ses collègues. Et elle en a sorti un livre et elle viendra nous le présenter mardi prochain sur France Maghreb 2. Et puis tiens, en matière de musique, on recevra Hatim Amor, le chanteur marocain, qui sera lundi dans le Grand Forum à l'occasion de son concert. C'est une première pour lui à Paris au Doc d'Aubervilliers. C'est donc la semaine prochaine. Donc Hatim Amor pour la partie musicale et variété, voilà, dans cette émission. Comme quoi, on parle de tous les sujets. C'est vraiment le magazine le plus familial qui existe sur la bande FM. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h. Merci d'en être, Céline et Faiza, et merci, rendez-vous la semaine prochaine à toutes les deux. À la semaine prochaine. Merci d'écouter France Maghreb 2, un bon début de soirée. Le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, bonsoir. Bonsoir. Tous les mineurs français retenus dans des camps en Syrie doivent rapidement être rapatriés pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui vient de rendre un avis dans lequel elle affirme que 300 enfants âgés pour la plupart de moins de 5 ans survivent dans une situation humanitaire désastreuse. La Commission demande qu'ils soient dans les plus brefs délais conduits en France ainsi que le parent éventuellement présent à leur côté alors que le pouvoir exécutif n'accepte jusqu'à présent que des rapatriements au cas par cas et uniquement pour les orphelins ou les mineurs dont les parents acceptent le départ. Un accord à l'amiable conclu entre Boeing et plusieurs familles des victimes d'un vol de Lion Air dont l'appareil, un 737 MAX, s'était écrasé au large de la mer de Java en Indonésie. En octobre dernier, l'accident avait fait 189 morts. Le constructeur aéronautique américain se serait engagé à verser 1,2 million de dollars par victime à 11 familles. En Angleterre, un nouveau et important surcoût entre 2,15 et 3,3 milliards d'euros évalué par EDF pour Hinkley Point C pour l'énorme chantier de construction de 2 réacteurs EPR dans le comté de Somerset au sud-ouest du pays. Malgré l'accentuation des risques de report, l'objectif du démarrage sur place de la production d'électricité est maintenu pour fin 2025. Le groupe Michelin aujourd'hui a annoncé la fermeture d'une de ses usines en Allemagne, l'usine de Bamberg qui emploie au sud du pays quelques 860 salariés. Conséquence du réchauffement climatique, un glacier du Mont-Blanc menace de s'effondrer côté italien. Le glacier de Plain-Pincieux, selon des relevés d'experts, quelques 250 000 mètres cubes de glace pourraient se décrocher. Mais qu'attendent encore les États pour passer à l'action, s'interroge l'ONG WWF après la publication du rapport du GIEC, groupe d'experts sur l'évolution du climat sur les mers et océans. Les scientifiques, face aux impacts dévastateurs de la hausse des températures mondiales, confirment la nécessité d'une réduction au plus vite des émissions de gaz à effet de serre. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.